Professeur Didier Raoult, où en est-on avec le variant indien? Connaît-on mieux sa gravité? Connaît-on mieux son évolution? Là, on commence à avoir des données. Vous savez que moi, j'aime m'exprimer surtout sur des données réelles, pratiques, hein, que l'on a collectées ici et que on est les seuls à avoir collecté dans le détail, en sachant très précisément ce qu'on fait. C'est-à-dire que les positifs sont des vrais positifs et les négatifs sont des vrais négatifs. Parce que quand même, il y a beaucoup de flou par ailleurs. Donc la chose que l'on voit, c'est que effectivement, sur ce graphique, on voit que maintenant, on atteint les niveaux d'incidence et le nombre de cas quotidiens qui est équivalent à celui des pics du variant anglais. Maintenant, on appelle le variant alpha parce que les Anglais ont honte que ce soit né chez eux. Enfin, ça, c'est une chose. Et on voit ici maintenant, vous voyez, on a identifié le variant dans plus de 20 000 cas. C'est énorme. L'objectif que nous avons ici, c'est d'arriver rétrospectivement à identifier les variants de la très très grande majorité des gens qu'on a. Là, actuellement, on a au moins 20% de variants de tous les mois. Donc on arrive très très bien à connaître les mouvements des variants. Et puis là, on espère arriver à 90% pour comprendre très très précisément. Mais vous voyez, on a déjà plus de 20 000 et on voit que l'Indien est passé à la 3e place après après le Yucca, après le Marseille 4, que les autres ne reconnaissent toujours pas comme étant un variant, parce que la science est tempérée de beaucoup de politique, et que comme personne ne s'en était rendu compte à l'époque, personne ne se rend compte que c'était le variant qui a donné la plus grosse mortalité. Alors, on a maintenant en revanche des chiffres très précis sur, pour qui permettent d'avoir des notions générales sur la gravité, la proportion des vaccinés, et on a un élément de comparaison entre le variant dit Delta, qui est le variant indien, et puis le variant dit Alpha, qui est le variant d'Angleterre. Et donc on a regardé ça depuis Noël, puisque bien sûr il n'y avait pas avant Noël, il n'y avait pas de variant anglais, ou très peu, et puis depuis début mai pour le variant indien. Ce que l'on voit, donc là on compare près de 9000 cas de variant anglais avec 1100 cas de variant indien. D'abord, la proportion de vaccinés chez les gens infectés par l'Indien est plus importante que chez les gens qui ont eu une infection avec le variant anglais, puisqu'elle est de 13% actuellement. Chez les gens qui ont eu le variant indien, elle est de 3,6% chez les gens qui ont eu le variant anglais. Alors ce qui est très intéressant, c'est de regarder la gravité relative. Donc parce que c'était difficile de se prononcer parce que bien sûr il y a une variation qui est liée à l'âge. Donc actuellement on a une poussée un peu plus importante chez les gens qui ont eu le variant indien, chez les gens jeunes. Et d'ailleurs quand on les interroge, c'est beaucoup de boîtes de nuit. Alors il faut faire attention aux boîtes de nuit parce que on fait des tests salivaires, mais ces tests salivaires, ne vous imaginez pas que parce qu'un test salivaire est négatif, vous n'êtes pas du tout infecté. Ils ont une mauvaise sensibilité, probablement de l'ordre de 70%. Et donc ça ne suffit pas à vous garantir que vous n'allez pas rencontrer des gens qui ne sont pas positifs. Et donc nous, on voit beaucoup de gens arriver nous dire « Alors je ne savais pas, moi je suis trop vieux pour ça, mais il y a des boîtes de nuit à Barcelone, très importantes dans les à Barcelone, ici, je vais faire des boîtes de nuit à Barcelone, et puis ici aussi, il y a pas mal de boîtes de nuit. » Et donc les gens s'amusent comme ils se sont toujours amusés, mais la tranche d'âge des 20-29 ans est celle qui est la plus importante, et les plus importantes que ce qu'on avait avec le variant anglais, puisque ça fait 31% des gens. Et bien entendu, ces gens ont relativement peu, pas zéro, mais ils ont relativement peu de formes graves d'hospitalisation et de réanimation. Mais nous avons aussi des gens qui sont plus âgés et qui ont plus de 60 ans. Et là, clairement, on peut dire que le variant anglais
était beaucoup plus sévère que le variant indien. Il y a une grosse différence. Donc, le variant indien est là, mais il y a quelques formes relativement graves. Hein. Donc, il y a 2% de gens qui ont été hospitalisés avec le variant indien contre 8,8, presque 9% avec le variant anglais, ce qui fait vraiment une différence. Il y a, dans la réanimation, on a 1% contre 3%, et en décès, on a 0% contre 1,7%. Donc, dans tous les cas, le variant anglais était plus sévère, et dans toutes les tranches d'âge, que le variant indien qui circule actuellement. Alors, est-ce que la vaccination est protectrice? Pour l'instant, nous avons un patient dans cette série, les gens qui sont venus ici, je ne parle pas des prélèvements que l'on reçoit de l'extérieur, des EHPAD, etc., dans lesquels il y a eu quelques décès qui ont été rapportés, mais dans les gens qui sont venus dans l'assistance publique, qui ont été détectés ici, il y a en tout un patient vacciné qui a été hospitalisé. Et donc, mais la différence de niveau d'hospitalisation, il y en a un peu moins à l'œil nu que de ceux qui sont non vaccinés, mais avec ce nombre-là, ceci n'est pas significatif pour l'instant. Voilà. Donc, il y a peut-être une différence. Pour que la différence soit visible, il faudra qu'il y ait plus de cas, parce que ce variant est relativement anodin, et que donc, pour arriver à montrer qu'il y a une différence entre les gens qui sont vaccinés et qui ont attrapé ce variant et ceux qui ne sont pas vaccinés, il faudra un peu plus de temps, il faudra avoir 3 ou 4 000 personnes infectées pour qu'on puisse voir s'il y a une différence ou s'il n'y a pas de différence. Et s'il y a une différence, elle sera mineure dans tous les cas parce que la maladie n'est pas très grave. Voilà. Donc voilà quel état de la situation. Les données chiffrées, encore une fois, hein, moi je ne fais pas de plan sur la comète, je parle de données chiffrées. Si les formes causées par ce variant sont moins graves, est-il nécessaire de prendre en charge les patients qui sont atteints par ce nouveau variant? Actuellement, je ne sais pas. On a regardé ça parce qu'on a un flux là, considérable hein, de près de 1000 personnes par jour qui viennent, de près de 200 personnes positives, et donc ça pose des problèmes de gestion en termes de consultation, d'hôpital de jour. Et donc on s'est posé la question de savoir si on devait ou on ne devait pas continuer à prendre en charge les plus jeunes qui souvent guérissent tout seuls rapidement, une fois qu'on a simplement vérifié qu'il n'y avait pas de troubles de la respiration. Alors, d'une part, on a regardé deux choses. D'une part, effectivement, je vous ai dit, il y en a quand même 2 qui sont dans cette tranche 20-29 qui sont en réanimation. Donc on ne peut pas dire il ne se passera rien. Il se passe quelque chose de temps en temps. Et d'autre part, on a une vraie question, une vraie interrogation, qui sont les situations de séquelles après Covid. Ce que j'appelle les Covid longs ou les post-Covid. Et avec 2 éléments majeurs. D'une part, des gens qui ont des inflammations de la aorte, hein, du gros vaisseau, et en particulier thoracique, et puis les gens qui ont un ralentissement de certaines zones cérébrales qui fonctionnent mal et qui sont associés à des troubles de la mémoire, de la concentration. Pour ce que l'on a vu, d'une part, ça touche beaucoup les jeunes, et donc on ne peut pas dire que les jeunes qui auront fait des formes banales, y compris essentiellement ORL, avec des problèmes de perte de l'odorat, n'auront pas de conséquences de ça. C'est pas vrai, on en voit, d'une part, et d'autre part, ce que l'on voit, ce qui est en cours d'analyse, actuellement, on a analysé un peu plus de 100 personnes avec la technique du PET scanner, c'est que la prise en charge médicale complète, avec ou sans hydroxychloroquine, certains l'ont, d'autres l'ont pas, mais complète, protège contre les post-Covid. C'est des données très préliminaires, mais c'est des données qui sortent chez nous d'une manière qui est lisible. Donc, et qui sortaient de manière assez simple chez les gens qui font les PET scanners, qui les premiers ont attiré notre attention, puisque nous, la plupart des malades que nous avons envoyés, c'est les malades que nous avions pris en charge dès le départ.
mais eux recevaient des malades pris en charge dans d'autres services qui n'avaient pas ce protocole, et ils ont tout de suite remarqué qu'il y avait une différence marquée entre ceux qui n'avaient pas été pris en charge, pas du tout traités au moment de l'épisode de Covid, et ceux qui avaient été traités. Donc, pour l'instant, moi, les données que j'ai m'empêchent moralement d'arrêter de prendre en charge les gens, compte tenu de ce que nous voyons actuellement, qui représente, on n'arrive pas à en fixer quelle est la proportion, puisqu'on n'a fait qu'une centaine, même si on a fait probablement plus que n'importe qui au monde. On n'arrive pas à faire des statistiques avec ça, et bien entendu, vous comprenez, dans la situation de l'été actuel, les choses deviennent un peu plus compliquées, elles s'éclairciront plus tard. Mais oui, pour l'instant, nous, on continue à penser qu'il faut prendre en charge les gens, les traiter, d'une part parce que certains vont s'aggraver en faisant des embolies pulmonaires, en faisant des insuffisances respiratoires, même si, encore une fois, la maladie liée à ce variant est beaucoup moins grave telle que. Maintenant, est-ce que les gens qui ont eu ce variant vont faire la même proportion de séquelles, post-Covid ou Covid long, que les autres? Je n'en sais rien, personne ne le sait, et donc, dans l'attente, on essaie de faire pour le mieux, parce que nous ne le savons pas. Qu'en est-il des controverses qui ont pu animer ces derniers mois ? Écoutez, moi j'ai décidé, je sais que en particulier les gens qui n'ont pas eu dans mon métier le cursus que j'ai eu pensent que je suis arrogant ou que j'exagère. J'ai décidé de mettre mon curriculum vitae en ligne. Il n'y a pas de médecin dans ce pays qui a un curriculum vitae qui soit comparable au mien. Il n'y en a pas. Il n'y a pas ce niveau-là. Ça n'existe pas. Je suis désolé, qu'à le regarder. Personne n'a été aussi jeune président d'université, n'a publié autant, n'est cité autant dans la littérature comme médecin dans ce pays. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Tout le monde a le droit d'avoir son opinion. Mais la crédibilité que j'ai acquise en 40 ans de travail est une crédibilité qui est raisonnable. Je vous assure, regardez ce que j'ai fait, le nombre de diplômes que j'ai passés, le nombre de choses que j'ai fait, le nombre de responsabilités que j'ai eues ici, mais aussi à Paris, mais aussi à Lyon, mais aussi ailleurs dans le monde, avant de raconter des bêtises en disant que je suis un nul, ça n'est pas raisonnable. L'autre élément de réflexion que je vous conseille vraiment, vraiment de lire, parce que je crois que c'est essentiellement important, c'est extrêmement important. Moi, je pense que les conflits d'intérêts et je pense que les rapports avec l'industrie ont atteint un niveau de toxicité qu'il faudra bien résoudre. J'espère bien que ça sera un des éléments de la prochaine campagne présidentielle de décider de contrôler cet aspect-là. Vous ne pouvez pas laisser des gens qui manient des milliards une liberté totale dans leur relation avec des gens qui décident de la santé, qui décident que la corruption, ça a toujours existé, c'est aussi vieux que le monde. Mais quand la corruption concerne directement des décisions médicales, alors là, ça devient un problème dont la nation doit s'emparer. Il faut arrêter ce niveau de corruption que tout le monde connaît. Tout le monde ferme les yeux en disant « mais non, mais non, mais non ». Personne ne veut faire le lien entre le degré de tricherie qui a atteint les pays occidentaux dans le report de données, dans la comparaison des données. Moi, ça me fait rire que les gens me disent exactement que ce qui tue pas, ce qui soigne pas, par des gens qui ne voient pas de malades, par des gens qui analysent des papiers dont ils refusent de voir là où ils sont trichés, où ils refusent de dire qu'en réalité, on sait très bien que les papiers qui ont été organisés avec la complicité de l'industrie pharmaceutique sont profondément biaisés. Et c'est naturel, ce sont des vendeurs. D'accord ? Ce n'est pas des sauveurs de l'humanité. Et d'ailleurs, pour mot de la fin, dans cette maladie, il y a un vrai problème. C'est que ce n'est pas les politiques ni les industriels, ce n'est pas Dieu. Ils ne vont pas nous sauver. Ce qui va faire, personne ne va nous sauver de cette épidémie. Ce qui va faire qu'elle fera plus ou moins de dégâts, c'est que chacun fasse son métier, que les médecins fassent leur métier, que les scientifiques, plutôt que de donner des conseils sur des choses qu'on ne connaît pas, fassent leur métier, c'est-à-dire analysent les virus, analysent les séquences. Voilà, que chacun fasse son métier, que le politique fasse le sien,
que les scientifiques fassent le leur, que les médecins fassent le leur. Les politiques n'ont pas à nous dire ce qu'on fait au niveau médical tous les jours. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Jusqu'à présent, médecine, on continue à faire ce qu'on devait faire. Donc la médecine doit être faite par les médecins, la science par les scientifiques, et le conseil scientifique ferait mieux de faire des projets scientifiques utiles. Je vais vous dire, le projet scientifique le plus utile. Actuellement, le nombre de molécules qui s'accumulent, qui ont une activité contre ce virus qui ne coûte rien et qui sont anodines est considérable. Qu'est-ce que l'on attend pour les tester? Si vous n'avez pas l'hydroxychloroquine, je m'en fiche. Mais tester donc l'ivermectine, maintenant la cyclosporine, il y a un réservoir de molécules. Est-ce que, je ne sais pas, la paraffine dans le nez, ou la vaseline dans le nez qu'on a dans certains produits, je ne sais pas quoi, le VIX, ils ne payent pas le VIX, pas de conflit d'intérêt avec eux, est-ce que ça évite ça, la contamination par les virus dans le nez, ou non? Qui le sait, ça? Et il y a des choses, la pratique médicale, elle est faite d'une quantité de petites choses qui permettent d'éviter les choses et pas simplement de jouer aux jeux vidéo. On a regardé, tout le monde a un masque, tout le monde reste à la maison, tout le monde est vacciné. C'est pas comme ça. D'accord? Donc tout ça, ce sont des moyens complémentaires et il y a de la science à faire derrière, pas des oukases ou pas des opinions tranchées par des gens qui n'ont pas la compétence pour l'avoir. Et je vais vous dire, s'ils avaient la compétence, ils n'auraient pas d'opinion tranchée, ils auraient des chiffres. Et les opinions des uns et des autres sur ce sujet m'indiffèrent. Je ne les écoute pas. M'indiffèrent. Ce qui m'intéresse, c'est les données chiffrées que l'on peut, nous, constater tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on arrange les choses? Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça ne va pas? Et il faut arrêter ces opinions qui sont, encore une fois, les bistrots ont été remplacés par les télévisions. Il faut arrêter. Et il faut arrêter de laisser penser aux hommes politiques qu'ils sont Dieu. C'est pas Dieu. Ils vont pas arrêter avec un coup de baguette magique ou une décision politique, une épidémie qui a plus de ruses qu'ils ne peuvent en imaginer. Merci beaucoup.